Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15 heures local du CAR. C'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire rencontre plusieurs combattants de la région militaire de l'Ouest. Le 21e convoi intitulé Zad el-Izz de l'Égypte vers Gaza, géré par le Croissant Rouge égyptien en direction du point de passage de Karm Abou Salem, est en route vers la bande de Gaza. Et enfin, la Corée du Nord teste de nouveaux missiles de défense aérienne sur fond de tension avec le Sud. Le général d'armée Abdelmajid Sakr, commandant en chef des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, a rencontré plusieurs combattants de la région militaire de l'Ouest. Était présent le général de corps d'armée Ahmad Khalifa, chef d'état-major des forces armées, le commandant des principales branches, plusieurs commandants des forces armées. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la continuité de réunions organisées par le commandement général des forces armées pour communiquer avec les combattants et s'assurer de leur préparation au combat. Le général de division Hatem Mustafa, commandant de la région militaire de l'Ouest, a prononcé un discours dans lequel il a souligné le souci des hommes de la région militaire de l'Ouest d'atteindre les plus hauts niveaux de préparation au combat pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées pour défendre la patrie et préserver ses capacités. Le général d'armée Abdelmajid Sakr a prononcé également un discours dans lequel il a transmis les salutations et l'appréciation du président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République, commandant suprême des forces armées, aux hommes de la région militaire de l'Ouest, saluant ainsi les efforts et les sacrifices consentis par les défenseurs de la direction stratégique occidentale pour mener leur mission avec compétence et efficacité. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a eu un appel téléphonique avec son homologue allemand, Johann Wadephol. Au cours de cet appel, Abdelghati a exprimé sa grave préoccupation face au rapport assurant la présence d'une famine dans la bande de Gaza. Abdelghati a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin aux crimes, aux violations israéliennes flagrantes. Les deux chefs de diplomatie ont de même examiné la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Et Abdelghati a souligné qu'Israël, en tant que force occupante, est obligé, conformément au droit international, de garantir les approvisionnements humanitaires et médicaux. Abdelghati a d'autre part abordé les efforts intensifs que déploie l'Égypte en faveur de l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien, évoqué les préparatifs en cours pour la tenue de la conférence internationale pour le rétablissement, la reconstruction de Gaza, que l'Égypte doit accueillir juste après la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza. L'entrée des camions d'aide humanitaire et de secours dans la bande de Gaza a repris aujourd'hui après une interruption de 2 jours en raison des jours fériés de vendredi et samedi. Une source au terminal de Rafah a déclaré que le 21e convoi Zad el-Izz d'Égypte à Gaza, géré par le Croissant Rouge égyptien en direction du point de passage de Karm Abou Salem, est en route vers la bande de Gaza. Il a indiqué que le convoi transportait d'importantes quantités de nourriture, de farine, de fournitures médicales et humanitaires, ainsi que d'autres produits de première nécessité pour soulager les souffrances des habitants de Gaza. Sur le terrain et avec la poursuite de l'agression israélienne contre les Palestiniens, 61 martyrs et 308 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de morts et de blessés depuis le 18 mars, après que l'occupation a violé l'accord de cessez-le-feu, a atteint 19 778 martyrs et 45 632 blessés. Un commentaire tout de suite. 10 sources médicales ont annoncé samedi que le bilan des morts dans la bande de Gaza s'élève à 62 622, dont la majorité sont des enfants et des femmes, depuis le début de l'agression israélienne d'occupation le 7 octobre 2023. Les sources ont ajouté que le nombre de morts est passé samedi soir lors d'un raid des forces d'occupation israéliennes contre le village de Choukba à l'ouest de Ramallah.
Un enfant est tombé en martyr samedi soir lors d'une frappe aérienne israélienne contre la ville de Gaza. Plusieurs Palestiniens ont été asphyxiés samedi soir lors d'un raid des forces d'occupation israéliennes contre le village de Choukba, à l'ouest de Ramallah. Un enfant est tombé en martyr samedi soir lors d'une frappe aérienne israélienne contre l'enclave palestinienne. De sa part, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que plus de 15 600 personnes à Gaza, dont 3 800 enfants, ont besoin d'une évacuation médicale pour recevoir les soins spéciaux. Ceci est apparu dans un message sur X où il a évoqué la situation dans la bande de Gaza qui est soumise à une guerre israélienne continue de génocide et de famine. Il a appelé à faciliter la livraison de l'aide afin de sauver des vies et de fournir des soins vitaux, renouvelant son appel pour un cessez-le-feu à Gaza. Le chef du parti Union nationale en Israël, Benny Gantz, a annoncé hier soir un appel au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à deux autres dirigeants de l'opposition pour former un gouvernement temporaire permettant de libérer tous les otages à Gaza en écartant l'extrême droite du pouvoir. Depuis le départ de sa coalition en juillet de parti ultra-orthodoxe Ashkenaz, Netanyahu n'a plus de majorité absolue au Parlement et est tributaire de ses alliés d'extrême droite qui refusent tout accord de libération d'otages avec le Hamas et plaident pour la poursuite de la guerre jusqu'à l'anéantissement du mouvement palestinien à Gaza. Au même moment, des dizaines de milliers d'Israéliens manifestaient comme chaque samedi soir à Tel Aviv en soutien aux otages pour exiger du gouvernement la fin de la guerre et un accord permettant pour leur libération. En série où le processus de désignation de députés du futur Parlement transitoire prévu en septembre va être reporté dans les provinces à majorité druze et kurde. Le nouveau président Ahmad Al-Shara a dissous le Parlement, promulgué une déclaration constitutionnelle provisoire fixant une période de transition de 5 ans. En juin, un décret présidentiel a institué une commission électorale de 10 membres chargée de superviser la formation de comités locaux appelés à désigner 140 personnes du 15 au 20 septembre pour siéger au Parlement de 210 membres. Les 70 autres députés doivent être désignés directement par le président. Il sera reporté dans la province de Souaïda, majoritairement druze dans le sud du pays, ainsi que dans celle de Araka et Hasaka, dans le nord et dans le nord-est, jusqu'à ce que les conditions soient réunies selon un membre de la commission électorale. L'Iran a annoncé qu'il tiendra demain de nouvelles négociations sur son programme nucléaire avec Paris, Berlin et Londres qui menacent de rétablir les sanctions contre Téhéran. Cette rencontre dans un lieu non précisé doit se tenir au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères. C'est ce qu'a indiqué le ministère iranien dans un communiqué. Tout de suite, des explications. Les chefs de la diplomatie français Jean-Noël Barrot, britannique David Lammy, allemand Johann Wadephul et la chef de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas se sont entretenus vendredi par téléphone avec leur homologue iranien Abbas Araghchi. Il s'agissait d'un appel important au sujet du programme nucléaire et des sanctions contre l'Iran que nous nous apprêtons à réappliquer, a affirmé sur X le ministre français selon qui le temps presse. Il a confirmé l'annonce iranienne d'une rencontre la semaine prochaine. L'Iran doit s'engager de manière substantielle afin d'éviter l'activation du mécanisme de rétablissement des sanctions, a fait écho son homologue allemand appelant sur X à la conclusion d'un accord vérifiable et durable. Les Européens ont renoué le dialogue fin juillet avec Téhéran sur son programme nucléaire lors d'une réunion à Istanbul, la première après la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran déclenchée le 13 juin par une attaque israélienne contre des sites nucléaires et militaires iraniens. Les trois pays européens E3 en langage diplomatique, menace de déclencher à l'autonomie le mécanisme de rétablissement des sanctions dit SNAPEC international contre l'Iran prévu par l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 en l'absence de solution négociée. Cet accord prévoyait d'importantes restrictions au programme nucléaire iranien en échange d'une levée progressive des sanctions de l'ONU. Les puissances occidentales craignent que l'Iran ne poursuive son programme nucléaire pour se doter de l'arme atomique, ce que les autorités iraniennes réfutent.
Sur le plan international, l'Ukraine a lancé aujourd'hui une série d'attaques aux drones sur le territoire russe, jour où elle célèbre son indépendance, une réaction selon Kiev à l'enlisement des efforts diplomatiques pour régler le conflit. Les drones ukrainiens ont provoqué des incendies dans une centrale nucléaire et un terminal pétrolier russe. Les autorités locales russes ont indiqué dans la nuit avoir intercepté des drones ukrainiens dans des régions parfois loin du front, comme celle de Saint-Pétersbourg ou sur la Volga. Abattu par la défense anti-aérienne russe, l'un des engins a explosé, endommagé un transformateur auxiliaire sur le terrain de la centrale nucléaire située dans la région russe frontalière de Koursk. Depuis le début du combat, l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, met en garde contre le risque d'une catastrophe, notamment à la centrale nucléaire de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, occupée depuis mars 2022 par la Russie. Quant à la Corée du Nord, elle a testé 2 nouveaux missiles de défense anti-aérienne, ou plutôt de défense aérienne, c'est ce qu'a annoncé l'agence nord-coréenne KCNA. Aujourd'hui, sur fond de tension avec le Sud, avant une rencontre de président sud-coréen avec Donald Trump. Les explications tout de suite dans ce commentaire. Pyongyang, doté de l'arme nucléaire, a mis en garde contre le risque d'une confrontation incontrôlable à la suite de tirs de sommation mardi de l'armée sud-coréenne en réponse à une brève incursion des troupes de Pyongyang. L'incident frontalier a été révélé par la Corée du Nord au premier jour d'un déplacement à l'étranger à Tokyo puis à Washington du nouveau président sud-coréen Lee Jae-myung, qui tente de renouer le dialogue entre son pays et son voisin toujours techniquement en guerre. Les tirs d'essai qui ont eu lieu samedi ont démontré que ces nouveaux systèmes antimissiles nord-coréens avaient une capacité de combat supérieure, a rapporté KENA, précisant que le dirigeant nord-coréen Kim Yong-hyun les avait supervisés. KENA a ajouté que le tir a notamment prouvé que les caractéristiques technologiques de 2 types de projectiles sont tout à fait appropriées à la destruction de cibles aériennes diverses, sans préciser où ces tests avaient été menés. La Corée du Nord a annoncé ses essais après avoir accusé samedi Séoul de plus de 10 tirs de sommation en direction de soldats nord-coréens qui avaient brièvement franchi mardi dans la zone démilitarisée séparant les 2 pays. Les 2 Corées restent techniquement en guerre depuis plus de 7 décennies. Le conflit qui les a opposés de 1950 à 1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix. Dans notre rubrique économique, les indices de la Bourse du Caire ont collectivement haussé au terme des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat de la part des institutions, des fonds d'investissement locaux, étrangers et arabes et des investisseurs individuels étrangers. L'indice principal, le JX 30, a grimpé de 1,05% au niveau de 31 677 points. Et les indices secondaires JX 70 et JX 100 ont respectivement haussé de près de 0,48% et 0,47%. La capitalisation des actions des entreprises affiliées à la bourse gagnait près de 9 milliards de livres égyptiennes. Terminons donc notre journal par cette nouvelle sportive avec le Hongrois Marton Foskovic, 94e mondial, qui a remporté le tournoi ATP 200. Donc avec ça, nous devons clôturer cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bonne suite de nos programmes sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.